comme le contraire. Comme le contraire. Alors ici, vous avez bien sûr reconnu les sections du tube similifère. On commence déjà à avoir une lumière. Là, on s'approche si vous voulez de la puberté. D'accord? On est pratiquement à l'âge, si vous voulez, de l'adolescence. Alors, les tubes similifères sont séparés par le conjonctif ici. Un conjonctif qui est quand même très riche, bien sûr, en vaisseaux sanguins. Et bien sûr, très riche en cellules viridiques. Les cellules viridiques, bien sûr, ce sont des cellules sécrétrices de l'hormone animal, la testostérone. Voilà maintenant ici une coupe transversale d'un tube similifère qui montre dans chaque tube similifère présente une membrane propre. Regardez ici la membrane propre. Avec la paroi du tube similifère, c'est bien sûr cette paroi est soutenue. C'est très important de le dire, c'est très important. La paroi est soutenue par l'épaisseur de la cellule de cette coupe. C'est très important. Celui qui a, j'insiste là-dessus. D'accord? La paroi du tube similifère, est soutenue par l'épaisseur de la cellule de Sertoli. Alors, pour la cellule de Sertoli, on peut identifier bien sûr les cellules de la ligne germinale. Alors, les cellules de la ligne germinale, on commence par le spermatogonie, les spermatocytes 1, spermatocyte 2, c'est très rapide, les spermatides et les spermatozoïdes. En plus, vous avez les noyaux des cellules de Sertoli, des noyaux qu'on voit ici, regardez, d'accord, ce sont les cellules de Sertoli. Ce sont des cellules de Sertoli très indispensables au développement de la spermatogenèse. C'est très important. Toujours pareil, vous avez ici des tubes similifères avec les différentes étapes de la spermatogenèse, de la spermatogonie au spermatozoïde, en passant par les différents stades. Le tout est assisté par cette cellule Sertoli qui intervient, si vous voulez, dans le développement de la spermatogenèse. Et même c'est une cellule indispensable puisque c'est elle qui reçoit les messages hormonaux, essentiellement l'hormone hypophysaire FSH. Là aussi, vous avez donc une coupe au niveau des tubes similifères, avec ici la membrane propre du tube similifère, le noyau des cellules de Sertoli, les spermatogonies, des spermatozoïdes ici, d'accord, les spermatocytes, d'accord, au niveau des tubes similifères. C'est facile d'identifier. Voilà, c'est une diapo qui vous montre ici la dernière étape justement de la spermatogenèse. Je rappelle, après les spermatides, après donc la formation d'une spermatide, cette spermatide va être modifiée, va être transformée, va être métamorphosée. Elle va se transformer en spermatozoïde. Cette étape, on l'appelle spermiogenèse. Spermiogenèse, les premiers événements qu'on va donc voir, ce premier événement, c'est l'apparition de la chromosome. Regardez, la chromosome qui est très riche en enzymes. Regardez, sous le chapeau, là, sous la tête, c'est bien sûr la chromosome. En plus, on commence à voir ici, regardez ici, on commence à voir l'apparition du flagelle. Donc, spermiogenèse, c'est l'étape de transformation d'une spermatide en spermatozoïde. Là, vous avez une coupe transversale, des coupes similifères, où il n'y a pas de spermatogenèse du tout. Donc, c'est des testicules ectopiques. Allez, j'y vais pas. C'est une coupe. C'est une coupe transversale des tubes similifères avec absence totale de spermatogenèse. Donc, c'est certainement une coupe qui a été réalisée au niveau d'un testicule ectopique. Un testicule qui n'a pas migré. Il est resté dans la cavité abdominale. Et généralement, le spermatogenèse ne fonctionne pas à 35, elle fonctionne à 34. Si bien que vous avez pratiquement le dissert, il n'y a pas de spermatogenèse du tout. Regardez. Bien sûr, l'homme qui est porteur de ce testicule, il est stérile. Il est stérile. On ne peut rien. Alors, on commence déjà maintenant les voies. Je rappelle que les voies spermatiques, il y a des voies intratesticulaires et des voies extratesticulaires. On commence par les voies intratesticulaires. Après formation des spermatozoïdes au niveau du similaire, les spermatozoïdes vont être acheminés donc ici, dans l'oreille des testis. L'oreille des testis, c'est un réseau qui est creusé dans ce qu'on appelle le corps de Higmore. D'accord? Le corps de Higmore, pour le définir, c'est un épaississement de l'albuginée. Ça
Alors, les premières voies intratesticulaires, les tubes séminifères vont s'ouvrir dans l'œil des testis. L'œil des testis, c'est un réseau de canalicules. Hey, le tube séminifère, oui. Tube séminifère, ouais. Le tube, la continuité, on ne peut pas l'avoir. Il faut. Ah, les testis, l'œil des testis, c'est tout ça. C'est ce réseau de canalicules qui est tapissé par l'épithélium pubique simple et qui est creusé dans le corps ligament. Là, le corps ligament. Et le corps ligament, c'est un épaississement d'un pygée. Le pôle postéro-supérieur, du testicule, il est épaissi et il est creusé par des canalicules qu'on appelle l'enveloppe des testis. L'enveloppe des testis fait partie des voies intratesticulaires. Là, vous avez aujourd'hui la sur des tubes séminifères pleins. Donc, ce sont des tubes séminifères avant la puberté. Alors, je passe ici une diapo concernant, je continue pour les voies maintenant, les voies spermatiques. Là, ce sont les voies spermatiques extratesticulaires. Et là, vous avez une diapo de col efférent. Les coupes transversales, des canaux efférents. Je vous rappelle que les canaux efférents sont au nombre de 12 à peu près. Ils seront après collectés par le canal épithélial. Alors, cet épithélium, vous allez le voir dans un instant, l'épithélium, donc, il est cubique, enfin, il est pseudo-stratifié, vous allez le voir tout de suite. L'épithélium, donc, il est pseudo-stratifié. Oui, mais ça ne montre pas l'épithélium, d'ailleurs. Alors, je vais l'éliminer. Alors, l'épithélium, donc, il est pseudo-stratifié avec des cellules ciliées, regardez, des cellules ciliées, quelques cellules glandulaires. D'accord? Donc, l'épithélium est pseudo-stratifié avec des. Ici, dans le regard des cellules ciliées, même les cellules ciliées, là, c'est le premier canal, le deuxième canal, et ici, la paroi qui est tapissée par un épithélium pseudo-stratifié. Là aussi, c'est une coupe transversale au niveau du canal. Au niveau maintenant du canal déférent, et au niveau du canal déférent qui montre ici donc un épithélium stérilisé, prismatique stérilisé. D'accord? Mais ce qui est quand même important sur la diapo, voici ici sur ça, c'est bien sûr la musculature. La musculature qui est très épaisse au niveau donc d'un canal différent. Et là, on comprend très bien que cette musculature servira bien sûr pour la progression des spermatozoïdes pour les éliminer au niveau du carrefour vésiculo-différentiel. Voilà l'épithélium du canal déférent, stériocilié. Regardez, donc l'épithélium prismatique stériocilié, un chorion donc qui est aglomérulaire, et surtout la composante musculaire est très bien représentée. Là, c'est une coupe donc, au niveau du pénis qui montre ici les enveloppes périphériques, les enveloppes de la peau, mais c'est surtout les deux corps caverneux et le corps spongieux. Alors, ce corps spongieux est centré par bien sûr le lettre spongieux. D'accord? Allez-y. Alors, l'épithélium justement du lettre spongieux, c'est un épithélium prismatique stratifié, bien sûr. Un épithélium prismatique stratifié. Alors, si nous disons plutôt notre corps prismatique, la dernière couche est prismatique. La dernière couche est prismatique. Alors, par contre, ici, vous avez le tissu érectile, une diapo, donc qui vous montre ici le tissu érectile. Il y a une composante musculaire, mais c'est surtout, regardez ici, la présence de ces aréoles, regardez les aréoles, qui sont remplies bien sûr par du sang, et ces aréoles participent bien sûr à retenir la retention du sang pendant le phénomène d'érection. Toujours, ce tissu érectile est irrigué par des artères un peu spéciales, ce sont les artères héliciques qui présentent le système de bloc, regardez, situé dans un dédoublement de la limitante élastique interne et l'afflux de sang, bien sûr, ouverture au maximum de ce sphincter, arrivée du sang, la sortie est bloquée, donc vous avez stagnation du sang au niveau de la
Bien sûr, la prostate, c'est un organe musculo-glandulaire médian et impair. Il y a une seule prostate qui est juste en dessous de la vessie. Alors, ici, vous avez le parenchyme, ici, donc le parenchyme, et c'est un parenchyme glandulaire, avec la prostate, bien sûr, vous savez très bien qu'elle participe à la sécrétion du liquide séminal. 60% ou même entre la vésicule séminale et la prostate, vous avez pratiquement tout le liquide séminal provient de ces deux glandes, les deux glandes principales de la sécrétion du liquide séminal. Alors, vous avez toujours le parenchyme, toujours prostatique, avec un épithélium prismatique, ou même cubique ou bien prismatique, au niveau des alvéoles. Et on commence déjà à voir les formations calciques ici au niveau de l'épithélium qui apparaissent surtout chez les individus âgés. Les infections calciques ici dans la lumière de la gorge. Toujours ici, donc l'épithélium il est prismatique ou bien cubique au niveau du parenchyme, le parenchyme glandulaire. Alors là, vous avez d'abord le parenchyme de la vésicule séminale, vésicule donc séminale. Quand même, c'est pas une bonne diapo, hein. On avait. Par contre ici, là, c'est une diapo qu'on peut exploiter. Et là, ça montre ici l'épithélium. Je rappelle que la muqueuse ici au niveau de la vésicule séminale, avec un épithélium prismatique simple. Ça ressemble un peu à l'épithélium de l'estomac avec des cellules, avec des pôles muqueux fermés, frottés. J'espère que j'ai mis. Là, par contre, ici, je passe. Dernier, si vous voulez. C'est sur là, vous avez une coupe au niveau de l'ovaire qui montre dans deux régions. L'ovaire est contrôlé par l'épithélium cubique simple. Il y a deux régions, la région corticale avec l'ensemble des follicules et une région modulaire ici, regardez, région centrale, c'est essentiellement des vaisseaux et des cordons cellulaires. On assiste ici à la présence de plusieurs types de follicules à différents stades de développement. Le follicule primordial, le follicule primaire, secondaire, tertiaire et même de degré. Là, vous avez une image d'un follicule primordial qui est donc entouré par une seule couche de cellules folliculaires aplaties. C'est bien sûr l'image d'un follicule primordial. Bien sûr, le noyau qui enferme, bien sûr, le noyau, donc il est bloqué toujours dans prophase 1, et il est bloqué dans prophase 1, et il reste bloqué jusqu'à la fin, jusqu'à l'ovulation. C'est à l'ovulation que la méiose va prendre. Rappelez-vous, vous l'avez certainement vu. Là, c'est un follicule primaire. C'est un follicule primaire avec ici des cellules qui deviennent cubiques, une seule couche de cellules cubiques, c'est l'image d'un follicule primaire. Côté noyau, il n'y a pas de modification, la prophase est toujours bloquée. Elle est toujours bloquée, on vous certainement dit dans le cours qu'elle est bloquée, cette méiose, par la présence de l'OMI. L'OMI qui est sécrété par justement ces cellules folliculaires. On va certainement expliquer ça en cours. Voilà maintenant les images des follicules toujours primordiaux, avec ici, peut-être ici un follicule primaire, avec des cellules qui deviennent cubiques, des cellules qui deviennent cubiques. Là, par contre, vous avez ici une image d'un follicule cavitaire, avec l'apparition d'une cavité. Une cavité ici, d'accord? Et on commence déjà à voir l'apparition des têtes. Les têtes qui apparaissent en dehors de la membrane de Starzinski. Ici, avec deux têtes internes et têtes externes. Les deux têtes, bien sûr, participent à la sécrétion des androgènes. Et les androgènes donc vont passer au niveau de la granulosa pour être aromatisés et transformés en oestrogène. D'accord?
aromatisé par-dessus l'aromatase inosine qui n'existe que dans les cellules gramineuses. Toujours le cavitaire, toujours avec apparition des têtes, car le noyau, ici vous avez l'ovocyte ici avec la cavité, l'ovocyte ici qui est contrôlé par son tumulus ovorus, la couche la plus proche de l'ovocyte, qui est juste au contact de l'ovocyte, on l'appelle la corona radiata, et l'ovocyte avec des cellules qui l'entourent, ils font saillie dans l'entorne, et ça donne l'image d'un tumulus ovorus. Voilà, justement, ici, je parle de tumulus ovorus, qui justement, l'ovocyte, entouré par l'ensemble de ces cellules, avec tout le tumulus ovorus. Sinon, vous avez une cavité remplie par du liquide moléculaire, vous avez 6 ml de liquide ici, et ces 6 ml de liquide vont accompagner l'ovocyte lorsqu'il va quitter l'ovaire pour aller gagner, bien sûr, les trompes de valeur. Sinon, vous avez ici les têtes internes et les têtes externes. À part ça, vous avez les images de follicules secondaires, les follicules primaires, les follicules primordiaux. Et là, vous avez le follicule cavitaire, un follicule cavitaire, c'est un follicule lourd à partir de 17 mm de terrain. On parle de follicule de dégâts. Ce follicule, lorsqu'il atteint, bien sûr, 20 mm de terrain, bien sûr, il va être expulsé au moment de l'ovulation. Moi, j'ai expulsé uniquement, vous dites que uniquement le tumulus ovorus va être expulsé, le reste du follicule va se transformer en conjoint. Toujours ici le graphe, regardez l'image du graphe, avec ici le cumulus ovorus, l'entorne, là vous avez le liquide folliculaire, la granulosa qui est mince de ce côté-là, elle est un peu ici. Sinon vous avez ici les deux têtes internes et externes, qui sont à l'origine des androgènes. Justement ici, après l'ovulation, le follicule va se transformer en conjoint. Et là, on distingue deux types de conjoints. Le conjoint qui est proche, qui se voit dans les jours qui suivent l'ovulation, on l'appelle conjoint progestatif, avec un centre clair ici, c'est le conjoint progestatif. Et nous avons dit, si jamais il y a fécondation, ce conjoint progestatif va se transformer en conjoint gestatif, et ce conjoint gestatif va donc rester jusqu'au premier semestre de la grossesse, et sera donc relié après par, bien sûr, le placenta. Regardez ici maintenant le conjoint gestatif, avec ici un aspect homogène. Il n'y a pas de différence entre les cellules de la tête interne et la tête externe, et les cellules de la granulosa. Tout est homogène, et bien sûr, le conjoint est responsable de sécrétion de l'hormone de grossesse. L'hormone de grossesse que vous connaissez, c'est bien sûr la progestérone. La progestérone qui, bien sûr, intervient au niveau de l'utérus pour, bien sûr, calmer toutes les contractions. Sinon, le fœtus sera expulsé. Il faut avoir le calme dans l'utérus. Alors, justement ici, regardez l'ancienne membrane de Stavronsky. D'un côté, vous avez ici la tête, de l'autre côté, vous avez ici la granulosa. L'ancienne granulosa. Alors, on va assister à une absence de cette membrane de Stavronsky. Et vous avez ici donc la jonction entre les deux. Et les deux vont trouver, bien sûr, le conjoint gestatif. Là, c'est une coupe transversale au niveau donc de la bande de valeur, au niveau de la non-poule. Au niveau, je rappelle que le corps est subdivisé en 4 segments.